Le contrat que nous allons traiter, c'est le contrat de vente. C'est un contrat classique, connu par tout le monde, et même conclu par nous chaque jour, presque. C'est donc un contrat dans lequel une personne appelée vendeur transfère la propriété d'un bien à une autre personne appelée acheteur contre un prix qui doit être payé par ce dernier. Ce contrat est caractérisé par plusieurs caractères. Il s'agit donc d'un contrat nommé. Pourquoi? Parce que ce contrat est réglementé par une réglementation spéciale. Et aussi, c'est un contrat synallagmatique, puisqu'il produit des effets à la charge et des obligations à la charge des deux parties, vendeur et acheteur. Le vendeur s'oblige de livrer la marchandise et l'acheteur s'oblige de payer le prix. Ce contrat aussi est un contrat à titre onéreux. Pourquoi? Parce que le prix doit être payé, la contrepartie doit être versée par l'acheteur et cette contrepartie doit être réelle. Dans le cas contraire, s'il s'agit d'un prix qui n'est pas réel, un bien par exemple qui coûte 10 000 dirhams et on le vend à 200 dirhams, dans ce cas on dit que le contrat est nul, frappé de nullité, puisque le prix n'est pas réel. Ce contrat aussi est caractérisé par le transfert de propriété. Dès l'accord des deux parties, et là on parle surtout de vente de biens meubles, et dans ce cas, j'ai dit que le contrat de vente produit ses effets à la date de conclusion, à la date de l'accord des deux parties, des deux volontés, même si la livraison n'est pas encore effectuée. Et ce contrat peut être formé quand il s'agit de vente de biens meubles. Sa conclusion nécessite seulement les conditions générales dont on a déjà parlé, le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un contrat consensuel qui dépend seulement de l'accord et de la volonté des parties. Et donc, c'est-à-dire les parties peuvent négocier et peuvent limiter le prix du bien et doivent consentir les conditions, toutes les autres conditions qui peuvent être essentielles ou considérées comme essentielles par les parties, comme le paiement, comme par exemple la condition de payer à une certaine date d'échéance, la condition de payer par un moyen quelconque, la condition de payer dans un lieu quelconque. Donc, les conditions générales plus les conditions considérées comme essentielles par l'une ou l'autre partie contractante. Ce contrat, il peut être, c'est-à-dire, il peut être donc assorti de certaines modalités, comme par exemple les négociations ou les promesses qui peuvent être faits avant la conclusion du contrat. Et là, la promesse, comme on le sait très bien, peut être unilatérale. Et dans ce cas, il est considéré comme un acte unilatéral qui oblige seulement la personne, c'est-à-dire contractante, la personne dont cette promesse émane. Et l'autre partie, il n'est pas considéré comme contractant ou comme contractante que s'il accepte, que si elle accepte c'est-à-dire cette promesse. D'où l'offre est considérée comme une promesse unilatérale. C'est-à-dire la personne qui exprime la volonté de vendre un bien à un certain prix s'oblige il peut s'obliger pendant un certain temps mentionné dans son offre,
comme il peut, s'il n'est pas mentionné, il doit s'obliger dans un délai raisonnable, pendant un délai raisonnable. Euh, le, euh, la promesse peut être aussi bilatérale, c'est-à-dire les deux contractants ils font, c'est-à-dire chacun promet à l'autre euh, l'achat et la vente d'un bien, mais c'est-à-dire la promesse bilatérale n'est pas considérée comme contrat puisqu'il n'y a pas accord sur tous les éléments de ce contrat et surtout le prix et la marchandise, objet du contrat. Et comme on l'a déjà vu dans les conditions générales, le prix doit être déterminé, doit être réel, doit être aussi, la marchandise doit être possible, doit être bien déterminé, doit dans la qualité et la quantité, et doit être aussi, comme j'ai cité, il doit être, c'est-à-dire une marchandise existante, ou parfois même future, mais qui peut exister, c'est-à-dire qui est, c'est pourquoi déjà il est appelé futur, parce qu'il va, il peut être, c'est-à-dire créé ou fabriqué par le vendeur. Donc, la formation de ce contrat ne nécessite pas des conditions autres que les conditions générales, sauf que là, on insiste sur l'objet et la cause, c'est-à-dire le prix et la marchandise, et qui sont aussi soumis aux règles générales. Sauf que dans certains cas, le prix peut être déterminé ou déterminable. C'est-à-dire que parfois, on peut mentionner dans le contrat, ou mettre dans le contrat des critères qui nous permettent de limiter ou de calculer le prix euh, de l'objet acheté, comme par exemple le fait de limiter seulement le prix de l'unité. Et donc, cette unité, ce prix doit être multiplié selon le nombre d'unités achetées. La formation du contrat, bien sûr, quand il s'agit d'un contrat de vente de biens meubles, euh, parfois il peut être euh, un contrat solennel ou authentique. Dans les cas où le législateur exige une certaine formalité pour la conclusion de ce contrat, ou pour la validité de ce contrat, comme le cas par exemple de vente du fonds de commerce. Cette vente doit être rédigée par écrit, doit être enregistrée dans le registre de commerce. Et à côté aussi, il y a les ventes de biens immeubles. Ce sont aussi des ventes qui sont authentiques parce qu'ils nécessitent aussi un écrit et un enregistrement. C'est dans ces cas-là, c'est-à-dire on dit que le contrat est un contrat formel. Et c'est ce type de contrat ou ces types de contrats, ils doivent honorer aussi, c'est-à-dire la condition ou la formalité exigée par le législateur. Quels sont les effets du contrat de vente? Le contrat de vente produit des effets et des obligations à la charge des deux parties. Commençons par l'acheteur. L'acheteur s'oblige à payer le prix. Le prix est déterminé selon la volonté des parties, à condition qu'il soit un prix réel. Et là, on ne veut pas dire par réel qu'il doit être égal à la valeur réelle, mais seulement qu'il peut être un peu proche à cette valeur réelle du bien vendu. Cette volonté et liberté aussi de limiter le prix, parfois elle est limitée par le législateur dans le cas de prix réglementés. Dans certains cas, on peut être, c'est-à-dire devant des marchandises dont le prix est réglementé par le législateur. Et là, et dans ces cas-là, c'est-à-dire les contractants ne peuvent pas
négocier, ils ne peuvent pas limiter un autre prix. Parfois aussi, l'acheteur peut être victime d'une lésion et parfois même de dol. Et dans ces cas-là, on a déjà vu qu'il peut demander l'annulation du contrat. Concernant maintenant le vendeur, quelles sont les obligations qui sont à la charge du vendeur? La première obligation, c'est la livraison de la chose vendue. Il doit livrer donc la chose elle-même mentionnée dans le contrat. Et dans le cas de choses fongibles, il doit livrer la même quantité et la même qualité mentionnées dans le contrat. Dans le cas où on a oublié de limiter la qualité, c'est la qualité moyenne qui doit être livrée par le vendeur. Deuxième obligation qui pèse sur le vendeur, c'est le fait de garantir le bien. La garantie peut être, il y a plusieurs types de garanties. Nous allons commencer par les garanties légales. La première garantie légale, c'est la garantie des faits émanant des tiers. C'est-à-dire que le vendeur, il doit permettre à l'acheteur d'utiliser paisiblement et de bénéficier et de profiter paisiblement du bien acheté. Si par exemple, un tiers, par exemple, intente une action contre l'acheteur pour la restitution de ce bien, en déclarant qu'il est le vrai propriétaire, le vendeur doit intervenir pour protéger l'acheteur contre cette tierce personne. Donc, les faits émanant des tiers dont on parle maintenant sont surtout les actes juridiques. C'est-à-dire dans le cas par exemple où une tierce personne se comporte comme propriétaire du bien ou comme par exemple usufruitier ou comme locataire. Mais s'il s'agit d'un fait matériel, le vendeur bien sûr ne le garantit pas, comme par exemple le fait de casser le bien par une tierce personne, le fait de, je ne sais pas, de le briser par exemple. Dans ces cas-là, c'est-à-dire l'effet ou le fait matériel, il n'est pas garanti par le vendeur, mais il garantit seulement l'acte juridique. Deuxième garantie, toujours légale, c'est la garantie des vices cachés. Parfois on achète un bien, mais on ne sait pas les vices qui sont bien sûr cachés et qui ne sont pas facilement, c'est-à-dire qui ne peuvent être pas facilement découverts. Dans ce cas-là, on peut demander l'annulation du contrat. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par le vice caché? Premièrement, il doit exister à la date de conclusion du contrat. C'est-à-dire s'il existe après cette date, s'il naît après cette date, c'est l'acheteur qui doit assumer la responsabilité. Et dans ce cas, bien sûr, pour prouver la date d'existence de ce vice, on fait appel à l'expertise pour déterminer cette date. Deuxième condition, c'est qu'il doit s'agir d'un vice qui est caché, c'est-à-dire qu'il n'est pas vu, qu'il n'est pas apparent, et aussi qu'on ne peut pas découvrir par une simple vérification. Dans ce cas, on peut demander, bien sûr, l'intervention aussi d'un expert pour prouver aussi cette deuxième condition. Troisième condition, c'est qu'il doit s'agir d'un vice d'une importante gravité. Parce que s'il s'agit d'un simple vice, c'est-à-dire qu'il n'est pas, important, là on ne peut pas demander l'annulation. Comme par exemple, on découvre un vice
c'est-à-dire qui n'est pas important. Dans une voiture, par exemple, achetée à 250 000, on trouve par exemple un certain euh, pneu, par exemple, qui n'est pas neuf, par exemple. Là, on peut demander seulement c'est-à-dire la livraison d'un pneu qui est neuf. Donc, il doit s'agir d'une gravité importante. Dans le cas où le vendeur n'est pas payé, maintenant on parle, c'est-à-dire d'un vendeur qui a garanti, qui a honoré ses engagements, il a livré la marchandise, il est là pour garantir le fait de tiers et les vices cachés. Et parfois, ce vendeur n'est pas payé. Dans ce cas-là, on se pose la question, quels sont les moyens de se garantir, c'est-à-dire qui permettent au vendeur de se garantir contre ce non-paiement. La première chose, ou le premier moyen, c'est le droit de rétention. C'est-à-dire, il garde la chose jusqu'à paiement de la totalité du prix. Deuxième moyen, c'est la revendication. C'est-à-dire, s'il a déjà livré la marchandise, quand il ne reçoit pas le prix, il peut revendiquer, c'est-à-dire demander la restitution de ce bien. Troisième moyen, c'est ce qu'on appelle la clause de réserve de propriété. Il insère dans le contrat une clause qui lui réserve la propriété jusqu'à le paiement de la totalité du prix. C'est-à-dire, et là, c'est-à-dire ça facilite la revendication si on a déjà livré, puisqu'on est toujours le propriétaire. Donc, on peut revendiquer à n'importe quel moment si on n'est pas payé. À côté des garanties, bien sûr, qu'on a déjà vu concernant c'est-à-dire la protection de l'acheteur et la protection du vendeur, et il y a aussi d'autres garanties qui peuvent être mentionnées dans le contrat et qui sont considérées comme des garanties conventionnelles, des garanties émanant seulement de la volonté des parties, sachant que ces garanties doivent être des garanties supplémentaires à ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire aux garanties légales. Comme par exemple, on trouve dans certains cas c'est-à-dire des affiches sur un bien quelconque qui garantissent les vices apparents et les vices, tout type de vices pendant un délai de 3 ans. C'est-à-dire même les vices apparents pendant un délai de 3 ans. Donc là, on dit que c'est conventionnel, donc c'est une garantie qui doit être assumée par le vendeur. Avant de terminer, nous allons parler de ce transfert de propriété. À quelle date le contrat de vente d'un bien meuble consensuel permet le transfert de propriété? Le transfert de propriété s'effectue à la date de l'accord des deux parties. Et pourquoi? Parce que la livraison, comme on a déjà vu, c'est un effet du contrat. C'est pas c'est-à-dire ce n'est pas une condition de validité de contrat, de ce type de contrat. Mais c'est un effet émanant de ce contrat. D'où l'acheteur peut, à la date de cet accord, même s'il n'a pas encore reçu la livraison, il peut revendre le bien. Comme exemple, on peut par exemple acheter par un moyen quelconque, par Internet, des biens d'un magasin chinois par exemple. Et avant de recevoir ce bien, avant d'avoir le bien entre les mains, et peut-être encore en route, on peut revendre ce bien à un autre acheteur et ce dernier peut aussi le revendre, etc. Donc la vente peut se multiplier plusieurs fois avant la livraison
parce que c'est-à-dire le contrat produit ses effets à la date de l'accord des deux parties. Voilà donc, avant de passer à notre contrat, si vous avez une question quelconque concernant le contrat de vente, vous pouvez poser la question sur le forum, dans la plateforme, comme on a déjà fait dans les autres matières en S4.